Chapitre 5 de la deuxième partie, Nord et Sud. Dans la première partie de cet ouvrage, nous avons mis en lumière l'importance du symbolisme solaire chez de nombreuses civilisations de type traditionnel. Il est donc naturel d'en retrouver la trace dans un certain nombre de vestiges, de souvenirs et de mythes se reliant aux civilisations des origines. En ce qui concerne le cycle atlantique, on constate déjà toutefois, dans le symbolisme solaire qui lui est propre, une altération, une différenciation par rapport au symbolisme du cycle précédent, celui de la civilisation hyperboréenne. On doit considérer comme stade hyperboréen celui où le principe lumineux présente des caractères d'immutabilité et de centralité, des caractères, pourrait-on dire, purement olympiens. C'est, comme on l'a justement remarqué, le caractère que possède Apollon en tant que dieu hyperboréen. Il n'est pas, comme Hélios, le soleil envisagé dans sa loi de montée et de descente, mais simplement le soleil en soi, comme la nature dominatrice et immuable de la lumière. Le svastika et les autres formes de la croix préhistorique qu'on retrouve au seuil de la période glaciaire, de même que cet autre très ancien symbole solaire préhistorique, parfois gigantesquement exprimé par des masses de dolmens, du cercle avec le point central, semble avoir un lien originel avec cette première forme de spiritualité. En effet, si le svastika est un symbole solaire, il l'est en tant que symbole d'un mouvement rotatoire autour d'un centre fixe et immuable, auquel correspond le point central de l'autre symbole solaire, le cercle. Des variantes de la roue solaire et du svastika, telles que cercle, croix, cercle avec croix, cercle à rayons, H avec le svastika, H biscupide, H et autres objets faits d'aérolites disposés en forme circulaire, image de la nef solaire associée de nouveau au H ou aux signes apollino-hyperboréens, aux rennes, etc., sont des vestiges du stade originel de la tradition nordique, qui d'une façon plus générale peut s'appeler ouranienne, culte purement céleste, ou polaire. Distincte de cette spiritualité ouranienne, il en est une autre qui se rattache aussi au symbole solaire, mais en relation avec l'année, le dieu année, c'est-à-dire avec une loi de changement, de montée et de descente, de mort et de renaissance. Le thème apollinien ou olympien originel se trouve alors altéré par un moment que nous pourrions appeler dionysiaque. Des influences apparaissent qui sont propres à un autre principe, à un autre culte, à des races d'une autre souche, à une autre religion. On constate une interférence différenciatrice. Pour la déterminer typologiquement, il convient de considérer le point qui, dans le symbole du soleil, comme dieu de l'année, est le plus significatif, le solstice d'hiver. Ici, un nouvel élément intervient, qui prend une importance toujours plus grande, à savoir ce dans quoi la lumière semble disparaître, mais d'où elle ressurgit comme en vertu d'un nouveau contact avec le principe originel de sa vie même. Il s'agit d'un symbole qui ou bien ne figure pas dans les traditions de pure souche boréale, ou bien n'y figure qu'à titre tout à fait secondaire, alors qu'il joue un rôle prédominant dans les civilisations et les races du Sud, où il acquiert souvent une signification centrale et suprême. Ce sont les symboles féminins telluriques de la mer, la femme divine, de la terre, et des eaux, ou du serpent. Trois expressions caractéristiques dans une large mesure équivalente et souvent associées, mer-terre, eau génératrice, serpent des eaux, etc. Le rapport qui s'établit entre les deux principes, mer et soleil, est ce qui donne leur sens à deux expressions différentes du symbolisme, dont l'une conserve encore des traces de la tradition polaire nordique, alors que l'autre marque au contraire un cycle nouveau, l'âge d'argent, un mélange, qui a déjà le sens d'une dégénérescence entre le nord et le sud. Là où l'accent est mis sur les solstices, subsiste en principe un lien avec le symbolisme polaire, axe nord-sud, tandis que le symbolisme des équinoxes se relie à la direction longitudinale, orient-occident, en sorte que la prédominance de l'un ou de l'autre de ces symbolismes dans les différentes civilisations permet souvent par lui-même de déterminer ce qui s'y réfère respectivement à l'héritage hyperboréen et à l'héritage atlantique. Dans la tradition et la civilisation atlantique proprement dite, apparaît toutefois une forme mixte.
La présence du symbolisme solsticial témoigne encore de l'existence d'un élément polaire. Mais la prédominance du thème du dieu solaire changeant, de même que l'apparition et l'importance prédominante accordée à la figure de la mer ou à des symboles analogues, révèlent, au moment du solstice, les effets d'une autre influence, d'un autre type de spiritualité, de civilisation. C'est pourquoi lorsque le centre est constitué par le principe mâle solaire, conçu en tant que vie qui monte et qui décline, qui a un hiver et un printemps, une mort et une renaissance, comme les dieux de la végétation, alors que l'identique, l'immuable, est représenté par la mère universelle, par la terre conçue comme le principe éternel de toute vie, comme la matrice cosmique siège et source inépuisée de toute énergie, on se trouve déjà dans une civilisation de la décadence, dans la seconde ère, traditionnellement placée sous le signe aqueux ou lunaire. Partout au contraire où le soleil continue d'être conçu dans son aspect de pure lumière, comme une virilité incorporelle, sans histoire et sans génération, ou dans la ligne de cette signification olympienne, l'attention se concentre sur la nature lumineuse céleste des étoiles fixes, parce qu'elle se montre plus indépendante encore de cette loi de la montée du déclin qui, dans la conception opposée, affecte le soleil même en tant que dieu anné. Subsiste la spiritualité la plus haute, la plus pure et la plus originelle. Cycle des civilisations uraniennes. Tel est le schéma très général mais cependant fondamental. On peut parler dans un sens universel de lumière du sud et de lumière du nord. Et pour autant qu'une telle opposition puisse avoir une signification relativement précise, dans la matière mêlée de ce qui est temporel et remonte au surplus à des époques très lointaines, on peut parler aussi de spiritualité uranienne et de spiritualité lunaire, d'Artide et d'Atlantide. Historiquement et géographiquement, l'Atlantide correspondrait en réalité non pas au sud, mais à l'Occident. Au sud correspondrait la Lémurie, dont certaines populations nègres et australes peuvent être considérées comme les derniers vestiges. Nous y avons déjà fait une rapide allusion, mais puisque nous suivons essentiellement ici la courbe descendante de la civilisation hyperboréenne primordiale, nous ne considérerons l'Atlantide que comme une phase de cette descente et le sud en général, en fonction de l'influence qu'il a exercée au cours du cycle atlantique, pas seulement au cours de ce cycle d'ailleurs, à moins de donner à l'expression l'Atlantique un sens général et typologique, sur les traces d'origine et de civilisation boréale, donc dans le cadre de formes intermédiaires, ayant la double signification d'une altération de l'héritage primordial et d'une élévation à des formes plus pures, des thèmes ctonico-démoniques propres aux races aborigènes méridionales. C'est pourquoi nous n'avons pas utilisé le terme du Sud, mais de lumière du Sud, et que nous emploierons pour le second cycle l'expression spiritualité lunaire, la Lune étant considérée comme un symbole lumineux, mais non solaire, semblable en quelque sorte à une terre céleste, c'est-à-dire à une terre, sud, purifiée. Que les thèmes de la mer ou de la femme, de l'eau et de la terre tirent leur origine première du sud et soient réapparus par le jeu d'interférence et d'infiltration dans tous les vestiges et souvenirs atlantiques ultérieurs, c'est un fait dont de nombreux éléments ne permettent pas de douter et qui explique que d'aucuns aient pu commettre l'erreur de croire que le culte de la mer était propre à la civilisation nordico-atlantique. Il y a toutefois quelques vraisemblances dans la théorie selon laquelle il existerait une relation entre la morue, une des créations qui succéda selon l'Avesta au siège arctique, et le cycle atlantique, si l'on donne à morue le sens de terre de la mer. Certains ont cru voir en outre dans la civilisation préhistorique de la Madeleine, qui est d'origine atlantide, le centre originel d'où s'est diffusé dans le Méditerranéen néolithique, surtout parmi les races chamitiques, jusqu'au temps minoen, une civilisation où la déesse mère joua un rôle à ce point prépondérant qu'on a pu dire qu'à l'aube des civilisations, la femme irradie, grâce à la religion, une lumière si vive que la figure masculine reste ignorée dans l'ombre. Selon d'autres, on retrouverait dans le cycle ibérico-cantabrique les caractéristiques du mystère lunaire démétrien qui prédomine dans la civilisation pélagique pré-hellénique. Il y a certainement dans tout cela une part de vérité.
Du reste, le nom même des Tuatha de Danann, des cycles irlandais, la race divine de l'Ouest dont nous avons parlé, signifierait déjà, d'après certains, les peuples de la déesse. Les légendes, les souvenirs et les transpositions suprahistoriques qui font de l'île occidentale la résidence d'une déesse, d'une reine ou d'une prêtresse souveraine sont en tout cas nombreux et à cet égard très significatifs. Nous avons déjà eu l'occasion de fournir à ce propos un certain nombre de références selon le mythe dans le jardin occidental de Zeus, la garde des fruits d'or, qui peuvent être considérés comme l'héritage traditionnel du premier âge et comme un symbole des états spirituels qui lui sont propres. Passa, comme on sait, à des femmes, aux Hespérides, et plus précisément à des filles d'Atlas. Selon certaines légendes gaéliques, l'Avalon atlantique était gouverné par une vierge royale, et la femme qui apparaît à Kondla pour l'emmener au pays des vivants déclare symboliquement qu'il ne s'y trouve que des femmes et des enfants. Or, d'après Hésiode, l'âge d'argent fut précisément caractérisé par une très longue enfance, sous la tutelle maternelle. C'est la même idée exprimée par le même symbolisme. Le terme même d'âge d'argent se rapporte en général à la lumière lunaire, à une époque lunaire matriarcale. Dans les mythes celtiques en question se retrouve constamment le thème de la femme qui immortalise le héros dans l'île occidentale. À ce thème correspondent la légende hellénique de Calypso, fille d'Atlas, reine de la mystérieuse île Ogygie, femme divine qui jouit de l'immortalité et y fait participer celui qu'elle élit. Le thème de la Vierge qui est sur le trône des mers, le long de la voie occidentale foulée par Gilgamesh, déesse de la sagesse et gardienne de la vie, vierge qui semble d'ailleurs se confondre avec la déesse mère Ishtar. Le mythe nordique relatif à Idun et à ses pommes qui rénovent et assurent une vie éternelle. La tradition extrême-orientale relative au paradis occidental dont nous avons déjà parlé sous son aspect de terre de la femme d'Occident. Enfin, la tradition mexicaine concernant la femme divine, mère du grand Huitzilopochtli, demeurée la maîtresse de la terre océanique sacrée Aztlán. Ce sont là des échos directs ou indirects de la même idée, des souvenirs, des symboles et des allégories qu'il convient de dématérialiser et d'universaliser, en se référant précisément à une spiritualité lunaire, à un règne et à une participation à la vie caduque, passée du signe solaire et viril au signe féminin et lunaire de la femme divine. Il y a plus. Bien que l'on puisse évidemment interpréter ce genre de mythe de diverses manières dans la tradition hébraïque relative à la chute des fils de Dieu, des dieux, Ben Elohim, à laquelle correspond, comme on l'a dit, la tradition platonicienne relative à la dégénérescence, par voie de mélange de la race divine atlantique primitive, on retrouve la femme, car c'est à travers la femme que se serait précisément réalisé ce que l'on considère ici comme une chute. Il est très significatif à cet égard que dans le livre d'Enoch, il soit dit que les femmes, associées à la chute des fils de Dieu, devinrent des sirènes, car les sirènes sont les sueurs des Océanides que la tragédie grecque représente autour d'Atlas. Et il pourrait encore y avoir là une allusion à la nature de cette transformation qui, de la spiritualité originelle, conduisit aux formes de l'âge d'argent. Et il serait peut-être possible de tirer une conclusion analogue du mythe hellénique d'Aphrodite, déesse qui, avec ses variantes asiatiques, est caractéristique de la composante méridionale des civilisations méditerranéennes. Elle serait née en effet des eaux, par la dévirilisation du dieu céleste primordial Uranus, que certains associent avec Chronos, soit à l'âge d'or, soit à la région boréale. De même, selon la tradition du plus ancien Edda, c'est avec l'apparition de l'élément féminin, des trois puissants enfants, filles de géants, que se serait clos l'âge d'or et qu'auraient commencé les premières luttes entre les races divines, entre les As et les Vanènes, puis entre les géants et les races divines, lutte qui reflète, comme on le verra, l'esprit des âges successifs. Une étroite correspondance s'établit ainsi entre la nouvelle manifestation de l'oracle de la mer, de Walla dans la résidence des géants, le déchaînement de Loki et l'obscurcissement des dieux, le Ragnarok. D'autre part, il a toujours existé une relation entre le symbole de la divinité féminine,
est celui des eaux et des divinités, même masculines, des eaux. Or, selon le récit platonicien, l'Atlantide était consacrée à Poséidon, qui est le dieu des eaux marines. Dans certaines figurations iraniennes, c'est un dieu aquatique qui prend la place de Chronos, roi de l'âge d'or, ce qui exprime évidemment le passage au cycle du Poséidon Atlantide. Cette interprétation se trouve confirmée par le fait que la succession des 4 âges est parfois représentée par la prédominance successive des 4 chevaux du quadrige cosmique et que le cheval auquel correspond l'élément eau est consacré à Poséidon. Une certaine relation avec la fin de l'Atlantide apparaît également ici dans l'allusion à une catastrophe provoquée par les eaux ou par un déluge. Une convergence existe en outre avec le thème des Ben Elohim tombés pour s'être unis aux femmes. Poséidon lui aussi aurait été attiré par une femme, Cléto, résidant dans la terre Atlantide. Pour la protéger, il aurait créé une cité circulaire isolée par des vallées et des canaux, et Atlas, premier roi mythique de cette terre, aurait été le premier enfant de Poséidon et de Cléto. Le dieu Holocune, dont il est question dans les échos de très antiques traditions atlantides du littoral atlantique africain, peut être considéré comme un équivalent de Poséidon, et Poséidon comme l'ancien Tarkou, jouait précisément avec la déesse mère. Mou, la déesse mère Mou, un rôle caractéristique dans le culte pélagique en Crète, qui fut vraisemblablement propre à une colonie atlantide. Le taureau poséidonien, qui vient de la mer, du cycle pélagique, a en même temps une signification lunaire, comme l'a souvent l'apis égyptien, engendré par le rayon lunaire. On retrouve là encore les signes distinctifs de l'âge d'argent, qui ne furent pas sans rapport avec le démonisme autochtone, car Poséidon ne fut pas considéré seulement comme le dieu de la mer. Sous son aspect de secoueur de la terre, où il fut associé à Géa et au Moire, il est aussi celui qui ouvre la terre, comme pour provoquer l'éruption du monde d'en bas. Sous son aspect chtonien élémentaire, la femme conjointement aux démons de la terre en général fut effectivement l'objet principal des cultes aborigènes méridionaux, d'où dériveront les déesses chtoniennes asiato-méridionales et celles que représentaient déjà les monstrueuses idoles féminines stéatopyges, duo mégalithique. Selon l'histoire légendaire de l'Irlande, cette île aurait été habitée originellement par une déesse, Césaire, mais aussi par des êtres monstrueux et des démons des eaux, les faux-morts, c'est-à-dire les sous, l'onde. Descendue de Domu, personnification féminine des abîmes des eaux, c'est précisément cette déesse du monde méridional, mais transfigurée, réduite à la forme pure et presque démétrienne, qu'elle présente déjà dans les cavernes du Brassempouy de l'homme aurignacien, qui devait s'introduire et dominer dans la nouvelle civilisation d'origine atlantico-occidentale. Du néolithique jusqu'à la période mycénienne, des Pyrénées à l'Égypte, dans le sillage des colonisateurs atlantiques, on retrouve presque exclusivement des idoles féminines, et dans les formes de culte, plus de prêtresses que de prêtres, ou bien, assez fréquemment, des prêtres efféminés. En Thrace, Thrace, en Illyrie, en Mésopotamie, mais aussi parmi certaines souches celtiques et nordiques, avec des résonances jusqu'au temps des Germains, en Inde, surtout dans ce qui a subsisté dans certaines formes méridionales du culte tantrique et dans les vestiges préhistoriques de la civilisation dite de Mohenjo-Daro, circule le même thème, sans parler de ces formes plus récentes dont il sera question plus loin. Telles sont brièvement décrites les racines chtoniciennes originelles du thème propre à la lumière du Sud, auquel peut être rattachée la composante méridionale des civilisations, des traditions et des institutions qui se sont formées à la suite du grand mouvement de l'Occident vers l'Orient. Composante de dissolution à laquelle s'oppose ce qui se rattache encore au type originel de spiritualité olympico-ouranienne, propre aux races d'origine directement boréale, ou à celle qui parvint malgré tout à maintenir ou à rallumer le feu de la tradition primordiale dans une ère où s'exerçaient des influences très différentes de celles de la résidence originelle.
En vertu de la relation occulte qui existe entre ce qui se développe sur le plan visible, apparemment en fonction des conditions extérieures, et ce qui obéit à un destin et à un sens spirituel profond, il est possible, à propos de ces influences, de se reporter aux données du milieu et du climat pour expliquer analogiquement la différenciation survenue. Il était naturel, surtout durant la période du long hiver glaciaire, que, chez les races du Nord, l'expérience du soleil, de la lumière et du feu lui-même agissent dans le sens d'une spiritualité libératrice, et donc que des natures urano-solaires, olympiennes ou de flammes célestes figurent, davantage que chez les autres races, au premier plan de leur symbolisme sacré. En outre, la rigueur du climat, la stérilité du sol, la nécessité de chasser et enfin d'émigrer, de traverser des mers et des continents inconnus, durent naturellement conférer à ceux qui conservaient intérieurement cette expérience spirituelle du soleil, du ciel lumineux et du feu, des tempéraments de guerriers, de conquérants, de navigateurs, favorisant cette synthèse entre la spiritualité et la virilité, dont des traces caractéristiques se conservèrent chez les races ariennes. Cela permet aussi d'éclairer un autre aspect du symbolisme des pierres sacrées. La pierre, le roc, exprime la dureté, la fermeté spirituelle, la virilité sacrée, et en même temps inflexible des sauvés des eaux. Elle symbolise la qualité principale de ceux qui s'appliquèrent à dominer les temps nouveaux, qui créèrent les centres traditionnels post-diluviens, dans des lieux où réapparaît souvent sous la forme d'une pierre symbolique, variante de l'omphalos, le signe du centre, du pôle, de la maison de Dieu. D'où le thème hellénique de la seconde race née de la pierre après le déluge. De même Mithra, pensait-on, était lui aussi né d'une pierre. Ce sont également des pierres qui indiquent les vrais rois ou qui marquent le début de la voie sacrée. Le lapis niger romain. C'est d'une pierre sacrée qu'il faut extraire les épées fatidiques. Et c'est, comme nous l'avons vu, avec des pierres météoriques, pierres du ciel ou de la foudre, que l'on confectionna la hache, arme et symbole des conquérants préhistoriques. Dans les régions du Sud, il était au contraire naturel que l'objet de l'expérience la plus immédiate ne fût pas le principe solaire, mais ses effets. Dans la luxuriante fertilité liée à la terre, que donc le centre se déplaça vers la mère terre comme Mania Mater, le symbolisme vers des divinités antitectoniennes, les dieux de la végétation et de la fécondité végétale et animale, et que le feu passa d'un aspect divin, céleste et bénéfique, à un aspect opposé, souterrain, ambigu et tellurique. Le climat favorable et l'abondance naturelle devaient au surplus inciter le plus grand nombre à l'abandon, à la paix, au repos, à une détente contemplative et à un dépassement de soi. Ainsi même sur le plan de ce qui peut être conditionné dans une certaine mesure par des facteurs extérieurs, alors que la lumière du Nord s'accompagne sous des signes solaires et uraniens d'un ethos viril et spiritualité guerrière, de dure volonté ordonnatrice et dominatrice, dans les traditions du Sud correspond au contraire à la prédominance du thème chtonien et au pathos de la mort et de la résurrection, une certaine inclination à la promiscuité, à l'évasion et à l'abandon, un naturalisme panthéiste à tendance tantôt sensualiste, tantôt mystique et contemplative. L'antithèse du Nord et du Sud pourrait être rapprochée également de celle des deux types primordiaux du roi et du prêtre. Au cours des périodes historiques consécutives à la descente des races boréales, se manifeste l'action de deux tendances antagonistes qui se réclament sous une forme ou sous une autre, de cette polarité fondamentale Nord-Sud. Dans chacune de ces civilisations, nous aurons à discerner le produit dynamique de la rencontre ou du heurt de ces tendances, génératrices de formes plus ou moins durables, jusqu'à ce que prévalent les forces et les processus aboutissant aux âges ultérieurs du bronze et du fer. Ce n'est d'ailleurs pas seulement à l'intérieur de chaque civilisation particulière, mais aussi dans la lutte entre les diverses civilisations, dans la prédominance de l'une ou dans la ruine de l'autre, que transparaîtront souvent des significations profondes, et qu'on pourra observer de nouveau la victoire ou la défaite de forces se réclamant de l'un ou de l'autre des deux pôles spirituels et se rattachant plus ou moins étroitement aux filières ethniques qui connurent originellement la lumière du Nord, ou subirent au contraire l'enchantement des mers et les abandons extatiques du Sud.